Allez, parfait. Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire de présentation de la formation ingénieur généraliste de l'ISAE Super-Héros. Et bravo à toutes et tous pour votre admissibilité au concours MINPON. Donc ce webinaire vous est dédié. Ce soir avec nous, pour animer ce webinaire, Laurent, que je vais laisser se présenter. Laurent Michel, je suis le directeur des formations de l'ISAE Super-Héros et je suis responsable de la formation ingénieur généraliste à l'ISAE Super-Héros. Merci Laurent. Et ce soir avec nous également, Lucie et Florian qui sont diplômés de l'ISAE Super-Héros et que je laisse également se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Lucie Goethals, je suis tout juste diplômée puisque je viens de la promotion 2025. J'ai été diplômée du coup en décembre dernier et je travaille maintenant chez EDF. Et Merci bonjour, moi, Lucie. je suis Florian Delpech, diplômé en 2022 et aujourd'hui je suis data scientist à Montréal dans une compagnie aérospatiale qui s'appelle Pace Canada Aerospace and IT. Merci à vous deux. Donc, au programme aujourd'hui, Laurent vous présentera rapidement l'ISAE Super-Héros, donc l'école. Il fera un focus sur le cursus ingénieur généraliste. Ensuite, donc, vous aurez l'opportunité d'écouter les témoignages de Lucie et Florian, qui vous expliqueront un peu quel est leur métier et pourquoi ils avaient choisi l'ISAE Super-Héros. Ensuite, on fera un zoom sur la vie sur le campus à Toulouse. Et enfin, on répondra à vos questions. Laurent répondra à vos questions à l'oral. Alors, durant ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses de Zoom. Donc, elle est affichée sur votre écran. Donc, nous, en fait, on a deux personnes qui répondront tout au long du webinaire à vos questions par écrit. Et ensuite, on fera une petite sélection des questions récurrentes pour y répondre donc à la fin de ce webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la fonction QR de Zoom. Laurent, je te laisse la main pour la suite. Ok, merci Hugo. Bonjour à tous et toutes. Je vais vous présenter l'ISAE Super-Héros tout d'abord en fait. C'est une vieille école en fait de référence dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale. Donc vous avez un petit aperçu du campus qui est situé à Toulouse. Donc les informations essentielles sur l'ISAE Super-Héros. C'est un établissement public d'enseignement supérieur de recherche qui est sous tutelle du ministère des Armées. Donc il y a quelques militaires qui sont à la tête de la direction, mais sinon c'est à 90% civil. Ça a été créé en 1909 et c'est à Toulouse, bon, qui est quand même bien identifié comme la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Donc on a pas mal d'anciens élèves, donc quelques-uns célèbres et qui ont fait des petits tours en haute altitude, donc Thomas Pesquet, Sophie Adno et Arnaud Prost, qui n'est pas encore parti mais qui devrait arriver partir bientôt, sans compter les astronautes d'autres formations qui vont partir. On a un astronaute italien qui est passé par nos murs aussi. On anime le groupe ISAE qui correspond à un certain nombre d'écoles qui portent la passion aéronautique et espace. Et nos trois piliers, c'est la formation, la recherche et l'innovation. Je vais essayer d'illustrer ça un petit peu dans les propos qui vont suivre. Donc vous avez là aussi une vue synthétique du campus avec, ça vous étonne pas, un Mirage, plus ensuite une fusée, un cosmonaute. On voit un petit peu là, il y a quand même beaucoup de visualisation. Ils sont bien identitaires. 6 départements de recherche, donc on a des équipements différenciants de recherche qui sont assez uniques sur le domaine. On a un nombre d'enseignants-chercheurs suffisamment important et avec beaucoup de doctorants. On est assez reconnu du côté recherche sur le laboratoire qui est en lien avec l'aéronautique et le spatial, puisqu'en fait on pilote 2 laboratoires de recherche, un sur ces thématiques aéronautique et spatiale et un spécifiquement sur la partie génie mécanique pour l'aéronautique et le spatial. 8 chaires de mécénat, donc on développe les relations avec les industries et on a un certain nombre de projets de recherche qui sont en lien avec la décarbonation du secteur aérospatial. C'est quand même un enjeu essentiel du secteur aéronautique et aussi spatial, cette thématique de transition environnementale et de comment on gère ceci dans les industries pour lesquelles vous allez peut-être candidater pour la suite. Alors, on est au cœur d'un pôle scientifique d'excellence. Il faut quand même souligner que Toulouse, c'est pas Paris, mais par contre, il y a un grand centre de recherche universitaire avec l'Université de Toulouse, avec notamment des centres, le CNES, l'Observatoire des Midi-Pyrénées et l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique, l'ONERA, le LAS, c'est un laboratoire en automatique, l'IMFT en mécanique des fluides, donc c'est des laboratoires connus où on a la possibilité de faire des activités de recherche assez intéressantes. Et vous avez quelques exemples
des activités de recherche qu'on peut mener à l'école, donc sur les nanosatellites. Donc de recherche et d'innovation, puisqu'en fait ça a débouché par des créations de start-up. NeuroIA, avec une équipe très reconnue sur le domaine du cognitif et de l'interface homme-machine. Supercam, avec un microphone martien. Je pense qu'on est la seule école française qui ait son logo sur Mars, grâce aux instrumentations sur lesquelles on a collaboré, qui sont parties déposer et mesurer des vents martiens, écouter les vents martiens, et une soufflerie assez unique, aéroacoustique, qui est destinée à travailler sur les problématiques de bruit associées aux écoulements, donc problématiques environnementales importantes. Voilà, on est très attentif au-delà de la recherche à l'innovation et à l'entrepreneuriat, donc on a un espace important, ce qu'on appelle l'InnoSpace, avec un Fab Lab et un incubateur avec un certain nombre de startups fortement issus de nos alumni, de 800 mètres carrés dédiés à l'entrepreneuriat, au prototypage. Donc le Fab Lab est ouvert à tous les étudiants et les personnels pour pouvoir travailler sur leurs projets de recherche, leurs projets personnels. Et on innove, en fait, on essaie d'insérer cette partie innovation entrepreneuriat pour que vous puissiez apporter votre patte au monde de demain au travers de différents outils pédagogiques déployés dans la formation ingénieur généraliste. Donc, problème Solvas en première année, au projet ingénierie entreprise en troisième année aussi, on y reviendra par la suite. Et il y a un parcours d'accompagnement personnalisé pour la création de start-up. Donc là, 2 exemples de start-up qui ont été incubés. Virage H2, donc c'est un étudiant de l'école qui a récupéré 1 million d'euros sur un prix pour pouvoir travailler sur un gros motopropulseur hybridant une pile combustible et un turbopropulseur. Et puis après, vous avez une autre start-up qui développe une application sur le suivi du manteau neigeux par traitement de données de satellite. Voilà, donc c'est un endroit assez bouillonnant. Alors maintenant, après avoir dressé le tableau général, je vais présenter un petit peu ce cursus ingénieur généraliste. Donc généraliste, oui, il s'appuie sur un domaine où en fait il y a beaucoup d'innovations scientifiques et techniques dans différents domaines. Donc en ce sens-là, il est vraiment généraliste parce qu'on sera exigeant sur les connaissances scientifiques que vous devrez avoir sur les différents domaines. Je vais vous expliquer un petit peu ça dans le détail. Voilà, donc c'est un ingénieur qui, au travers de ce qu'il a appris sur l'aéronautique et l'espacial, peut couvrir un champ disciplinaire très large, qui est la caractéristique de l'aéronautique et l'espacial, et ce qui lui permet de travailler, de concevoir des systèmes complexes et critiques dans une approche pluridisciplinaire, de travailler sur l'innovation et le management des grands projets, et puis après d'intégrer les enjeux des transitions numériques et environnementales. Donc on a essayé de pouvoir vous initier à tout ça au travers de tout le cursus qui vous est proposé entre première année, deuxième année, troisième année. Voilà, donc il y a un socle scientifique et technique assez large qui s'affine progressivement, on va le voir par la suite, avec 6 blocs scientifiques en première année, 3 blocs scientifiques à choisir parmi les 6 en deuxième année, et puis un bloc scientifique qui permet d'affiner un petit peu son profil avant d'intégrer l'ingénierie et le métier en entreprise. Donc c'est assez réparti, vous avez 33% de tronc commun scientifique, 37% de cours scientifiques au choix, donc il y a beaucoup de choses au choix, vous allez pouvoir optimiser votre parcours, en fait personnaliser votre parcours de formation, et puis des bases en humanité, transition et entreprise. Donc les bases du domaine aéronautique et spatial dès la première année, les enjeux environnementaux et sociétaux au cours de la formation, donc c'est des outils que vous allez avoir tout le long de votre cursus. Un tronc commun humanité, donc qui comprendra un aspect transition environnementale, mais aussi des langues vivantes 1 et 2, avec une option possible sur des langues vivantes 3. La pratique corporelle, donc le sport, des conférences obligatoires pour vous ouvrir un petit peu à toutes ces thématiques, vous ouvrir l'esprit. Et puis après des projets qui seront faits chaque année, en première année, deuxième année, troisième année. Et une particularité, c'est le semestre académique à l'international, je vais y revenir plus tard. Donc si on regarde un petit peu le détail de la première année. Alors oui, voilà. Donc pour le tronc commun scientifique et technique, il y a 6 blocs, donc avec mathématiques, physique, informatique, signaux et systèmes, qui regroupent automatique, électronique, réseau électrique et traitement du signal, mécanique des fluides et mécanique des solides. Donc ces 6 blocs fondamentaux, on va les retrouver en deuxième année, je vais vous expliquer plus tard. Une pratique expérimentale laboratoire qui est associée à l'apprentissage de techniques expérimentales très utiles pour la recherche, des modules électifs, un module électif à choisir parmi plusieurs, et
ce qu'on appelle un bloc aéronautique et spatial de première année qui vous permet de goûter tout de suite en fait ce que c'est que la partie, d'avoir des spécificités un peu plus particulières sur la partie aéronautique et spatiale. Donc avec un tronc commun au premier semestre et puis un bloc au choix au deuxième semestre qui vous permettra de travailler sur des avant-projets en étant en situation d'ingénieur d'architecte, architecte système pour un projet spatial ou un projet avion. Donc on retrouve après le tronc commun avec la transition de l'environnement à la société, les humanités et l'ingénierie et l'entreprise. Donc deux mises en situation avec le projet, un projet qui va se dérouler sur toute l'année, transition environnement-société, et puis un challenge entrepreneurial qui vous permettra de vous frotter un petit peu à la création d'entreprises. Donc on se dit que peut-être finalement, plus c'est tôt dans la formation, mieux ça vous permet de prendre ça en compte dans votre cursus de formation. Et puis un stage ouvrier qui se déroule en général entre la première année et la deuxième année. Voilà pour cette première année le détail. Si je présente maintenant la deuxième année qui est un peu spécifique. Donc je vous disais, en fait, il y a deux semestres académiques sur la deuxième année, un semestre académique sur le campus, qui est décrit sur la gauche, sur lequel vous allez choisir 3 blocs scientifiques parmi les 6 qui vous étaient proposés en première année, des modules électifs à choisir, et on retrouve en fait un tronc commun humanité, transition entreprise, qui consolide tout ce que vous avez appris en première année. Il y aura une mise en situation spécifique, dans le cadre d'une situation d'apprentissage et d'évaluation, il sera sur un projet multidisciplinaire en lien avec les clubs techniques et les départements ou les laboratoires de recherche de l'école. Donc vous travaillerez en groupe pour essayer de répondre à un problème de conception complexe, pluridisciplinaire, et qui vous permettra de mettre en jeu les compétences et les apprentissages que vous avez non seulement de première année, mais aussi de ce que vous faites dans le semestre concerné. Et sur l'autre semestre de l'année, en fait, on vous impose, en fait, je pense que c'est pas une grosse contrainte, de partir en semestre académique à l'international sur l'une des destinations qu'on a. Donc on a quand même plus de 110 universités partenaires qui nous ouvrent les portes pour pouvoir vous accueillir sur un semestre de 6 mois et qui permet de valider une obligation qui est nécessaire pour tout diplôme d'ingénieur. Voilà, je vais revenir un petit peu pour vous présenter par la suite ce semestre un petit peu académique. Voilà, donc voilà, c'est un peu associé au double cursus aussi. Donc l'exemple de partenariat à l'étranger, en fait, on a des partenaires un peu partout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Amérique latine. On a aussi beaucoup de partenaires en fait en Asie, en Australie, et donc c'est vrai que les étudiants se dispersent un peu dans toutes les destinations, avec des affinités, des envies plus ou moins variées. Et pour certaines de ces universités, en fait, on met en place un double diplôme qui est un complément à votre formation. Après la deuxième année, en fait, vous avez la possibilité, après avoir goûté ce semestre académique à l'international, ça vous permet vous pouvez peut-être avoir de faire un double diplôme à l'étranger, de continuer par un vrai double diplôme à l'étranger, et pas simplement une petite expérience de 2 ans ou 2 ans et demi en fonction des accords que nous avons avec certaines institutions ici, dont vous avez la liste. Et puis aussi la possibilité de faire un double diplôme en France, sur les partenaires français que nous avons. Donc je peux citer HEC, Sciences Po, ESPCI, l'ENS, Polytechnique pour certains masters, l'École Navale en double diplôme, la TSE, Toulouse School of Economics, et la TSM qui est une institution sur Toulouse. Voilà, donc en fait un choix assez large après cette deuxième année de continuer en double diplôme en France ou à l'étranger, si vous le souhaitez. Bon, pour ceux qui souhaitent plutôt rester, pour ceux qui souhaitent rester sur la troisième année en fait, je vais vous présenter un petit peu la troisième année. Donc, elle se décompose en 3 blocs en fait, on va dire. Un bloc, je vais la présenter directement comme ça, c'est plus simple. Voilà. Sur la partie académique qui correspond au premier semestre de l'année scolaire, vous allez avoir à choisir une filière d'expertise. On va y revenir, qui vous permettra de donner cette dernière composante, c'est le fameux bloc dont je vous ai parlé dans la progression 6-3-1. Ok, un domaine d'application qui est plutôt associé en fait au périmètre dans lequel vous pourrez faire jouer vos compétences d'expertise et votre approche pluridisciplinaire. Un projet spécifique qui est de la mise en situation, ce qui est le projet ingénierie entreprise,
dans lequel vous répondez à un besoin industriel exprimé par un de nos partenaires pour pouvoir répondre en groupe à une problématique particulière sur ce premier semestre, sur ce semestre de l'année, la troisième année. Et ensuite, évidemment, le tronc commun ingénierie entreprise qui vient compléter vos notions. Le deuxième semestre concerne un stage de fin d'études qui vous permet de valider complètement les obligations du diplôme et de vous mettre en pratique spécifiquement pour rentrer dans la vie active. Voilà, pour cette partie-là. Donc, si on rentre un peu dans les détails des domaines et des filières, donc là, il y a un petit résumé, mais je vais vous présenter ça au travers de cette planche-là. Donc, une filière pour la maîtrise approfondie d'une compétence disciplinaire. Donc voilà, si on commence par la gauche, sciences de la décision, vous avez génie industriel, ingénierie financière, sciences des données et de la décision, data science, donc on a Florian qui pourra vous parler de ça. Signaux et systèmes avec de l'électronique, du traitement du signal, de l'automatique. ITR, informatique télécom réseau, avec deux parcours, informatique pour l'embarqué et télécommunications et réseau. Et puis des choses un peu plus marquées, aéronautique et espace, hein, notamment spatial, observation de la Terre et sciences de l'univers, avec deux parcours très différents, enfin relativement différents, que l'observation de la Terre et la partie sciences de l'univers plutôt orientée sur l'astrophysique. Dynamique des fluides, avec un parcours qu'on pourrait rajouter qui est aussi aérodynamique turbo-machine, il y aura propulsion spatiale spécifiquement, qui se rajoute en troisième année, et structure et matériaux avec trois parcours. Alors ces filières d'expertise, comme c'est le cas souvent dans toutes les écoles d'ingénieurs, c'est vous avez la possibilité de faire un parcours supplémentaire dans un master co-accrédité avec l'Université de Toulouse, qui vous permet d'acquérir une compétence supplémentaire dans la thématique associée. Donc ça c'est vrai pour un certain nombre de filières, la quasi-majorité des filières qu'on a ici, mais c'est vrai aussi pour ce qu'on appelle les domaines, qui permettent de compléter la dimension architecte système. Alors le domaine sur lequel en fait vous pourrez partir sur un master associé, c'est celui-ci qui est la modélisation des systèmes complexes et simulation, qui offre un approfondissement en mathématiques déterministes et aléatoires, qui est un bon vecteur d'entrée sur soit la partie plutôt traitement du signal et sur la partie plutôt mécanique des filières associées. Alors si on regarde un petit peu les aspects, la colonne de gauche, vous avez des choses un peu identitaires, conception et opération des aéronefs. Donc là c'est vrai que pour les passionnés aéronautiques et de l'espace, c'est ça, hein. On va parler d'aéronefs plus électriques, de systèmes de propulsion aéronautique, d'architecture avion, hélicoptère aussi. Le COS, conception et opération des systèmes spatiaux, avec des approches plutôt systèmes spatiaux satellites, mais aussi propulsion et transport. Donc avec des aspects plutôt comment on construit, comment on fait des missions autour de tout ça. Les systèmes autonomes, robots, drones, systèmes spatiaux. Donc avec un aspect comment j'arrive à guider et à piloter ces véhicules à distance, etc. Donc avec les systèmes embarqués, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir rendre ces systèmes autonomes. Et puis des choses qui sont un peu moins cœur de métier, qui sont un domaine associé à l'énergie, le transport et l'environnement. Donc qui ne traitent pas que d'aéronautique, qui traitent de manière plus large la partie. Donc là, je pense que Lucide est passé par ce domaine-là, Oui, il me c'est semble. ça. Et puis un domaine d'ouverture qui est un domaine sur lequel on a une excellence recherche, qui est la neuroingénierie, IA, et avec un parcours qui est orienté sur les mondes extrêmes, la santé et les mondes extrêmes. Donc avec de la fois du cognitif, de l'intelligence artificielle et des milieux extrêmes pour pouvoir observer le vivant dans ces conditions un petit peu difficiles. Voilà pour ces domaines et ces filières. Voilà, pour les débouchés, ça se traduit, c'est une école généraliste, donc cette filière est généraliste, et ça se traduit par un pourcentage relativement réduit dans le domaine aéronautique et le spatial et la défense. Donc il y a quand même des gens qui sont dans le domaine de l'ingénierie ou de la stratégie de management qui travaillent sur des thématiques aéronautiques et spatiales défense. Donc je pense que ça pourrait être illustré par un des alumni ici. Et puis après, beaucoup de choses qui se répartissent dans le transport, l'énergie, l'automobile, la finance, l'enseignement, la recherche, les activités informatiques. En fait, c'est très divers et varié. Voilà, donc il n'y a pas trop de difficulté à trouver un emploi. Et les salaires, évidemment, sont différenciés entre un salaire en Île-de-France ou un salaire en province. Avec, vous voyez, pas que des grandes entreprises qui sont les débouchés privilégiés de nos étudiants.
Le recrutement, donc, il est varié. Donc, en première année, il y a sur le concours Minpon, on a 190 places à peu près. Vous avez les places par filière qui sont proposées au concours 2026. On a quelques places d'admission sur titre universitaire à niveau L3. Et aussi, on a un accord avec la prépa d'ISNP pour recruter deux étudiants. En deuxième année, donc ça fait à peu près une promo de 200, 220, 210, 220 maximum pour la première année. Et puis après, en deuxième année, on voit arriver à des flux complémentaires qui sont les doubles diplômes internationaux. Donc on a beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais qui viennent faire le double diplôme avec leur université d'origine. Et aussi des doubles diplômes nationaux, puisqu'en fait les accords qu'on a avec HEC Sciences Po font que certains de ces élèves viennent aussi en deuxième année faire le double diplôme super-héros. Et quelques admis universitaires. Donc finalement, on a une promotion, en fait, à peu près un tiers de la promotion qui arrive, peut-être un peu moins d'un tiers, de la promotion qui arrive en deuxième année. Et en troisième année, on voit un dernier flux arriver, qui sont les élèves polytechniciens, puisqu'on est une école d'application de l'X, et des auditeurs nationaux et internationaux qui viennent prendre juste la dernière année pour une coloration plutôt aéronautique et espace, mais pas uniquement. Voilà pour la présentation générale du cursus. Si vous avez peut-être déjà des premières questions urgentes, on peut faire un petit interlude et y répondre. Et sinon, on pourra passer à la suite. Alors, est-ce que j'ai des choses... Oui, Laurent, Ouais, vas-y. il y a une question. Ouais. Peut-on choisir super-héros si on ne sait pas vraiment si on veut faire de l'aéronautique ou de l'espace? Oui, ben c'est une école généraliste qui vous forme en fait. Comme je disais, le domaine est exigeant et il vous initie à différentes domaines scientifiques. Et donc, ce qui fait qu'en fait, vous avez quand même vous êtes un peu un couteau suisse qui peut aller travailler dans différents domaines. Et c'est ce qu'on voit en fait au travers des débouchés qui sont atteints par la suite par les divers ingénieurs généralistes. Donc il y a peut-être, que ce soit Lucie ou Florian, je pense que ce sont des exemples de gens qui ne sont pas systématiquement dans la conception avion. Ça traite parfois autour, mais c'est voilà, peut-être Lucie peut commencer. Dire qu'en fait, vas-y, je te... Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, de mon côté, quand j'ai postulé à l'ISAE Super-Héros, je n'étais pas passionnée forcément d'aéronautique et d'aérospatiale, mais je savais que ça pouvait potentiellement m'intéresser. Et j'ai toujours été indécise, du coup, pour moi, le fait que le cursus soit généraliste, mais qu'on étudie des cas concrets en cours, bah, du coup, qui sont vraiment plus concrets que ce qu'on pouvait voir en prépa, ça m'intéressait. Et c'est vrai que bah, du coup, les troncs communs et les sciences qu'on voit notamment en première et deuxième année sont très généralistes. Et après, on a un bagage scientifique important qui permet ensuite de s'orienter vers vraiment n'importe quel domaine. Et moi, j'ai utilisé principalement en fait la période de césure au sein de l'ISAE Super-Héros pour faire un peu des stages dans différents domaines. Et ça m'a permis un peu de me diriger du coup vers les questions environnementales, les énergies et du coup choisir mes filières en dernière année. Et du coup, le domaine notamment énergie et réseau. Donc au final, je suis plus trop dans l'aéronautique et le spatial. Mais pour autant, du coup, le cursus bah, m'a permis d'avoir tout le bagage scientifique nécessaire. Je pense qu'en effet, on est vraiment dans cette thématique généraliste. Évidemment, ceux qui sont passionnés aéronautique et espace, venez chez nous, hein, en fait, parce qu'on est quand même là pour faire ça. Mais pour ceux qui se savent pas, en fait, vous pourrez goûter et voir si ça vous intéresse. Et sinon, vous pourrez faire autre chose, parce qu'en fait, avec tout ce qu'on vous apprend, vous avez la capacité de sortir dans différents domaines. Donc, Florian, c'est pareil, t'es sorti, même si tu travailles pour une entreprise avec une thématique aérospace, t'es quand même pas directement dans la thématique. Non, exactement. Puis moi, quand je suis rentré à l'ISEE Super-Héros, j'avais un intérêt quand même pour la filière spatiale, mais qui n'était pas forcément très intense, où j'avais pas forcément l'idée que j'allais travailler dans le spatial. Mais c'est en fait aussi sur le campus d'interagir avec des gens qui sont eux passionnés. C'est vrai que ça a augmenté mon intérêt pour le domaine. Et puis en fait, finalement, les cours restent assez généralistes. C'est-à-dire que les cours de maths, de physique, on va quand même apprendre les bases qu'on peut trouver, en fait, qui vont servir dans plein de domaines. Et les cas d'application vont être plutôt orientés aéronautique et spatiale. Et j'ai envie de dire que ce sont quasiment les cas les plus complexes. Donc finalement, si on est capable de les traiter,
par la suite, on peut très bien s'orienter dans des entreprises qui n'abordent pas ces sujets. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait aussi, c'est de savoir que dans tous les cas, même si au fur et à mesure du cursus, je voyais qu'il y avait d'autres domaines qui pourraient m'intéresser, j'avais toujours l'opportunité de me réorienter. Hmm. Donc, c'est vrai que c'était un atout pour moi de ce point de vue-là. Ok, super, merci. D'autres questions peut-être? Non, c'est bon? Hugo? Ouais, c'est bon. Tu peux Ok. continuer. Alors, Alors on continue. Ben, je crois que justement c'est le témoignage des diplômés. Donc voilà, donc il y a Lucie et Florian, donc qui sont déjà intervenus. Ben, peut-être qu'on va commencer par Lucie si tu veux partager un petit peu ton Euh, expérience et ton parcours. oui, donc je me représente, donc Lucie Goethaz, donc je suis de la promotion 2025. Pour revenir un peu sur mon parcours qui m'a amené du coup à l'ISAE Super Héros, j'ai fait une classe préparatoire scientifique, donc filière psy en deuxième année, donc à Paris. Donc j'ai intégré l'ISAE Super Héros après le concours Minpon. Donc j'ai suivi le cursus ingénieur généraliste qu'on vous a présenté. Et ensuite, mon parcours dans Super Héros. Donc, j'ai fait donc la première année cursus classique. Ensuite, en deuxième année, j'ai fait ma mobilité académique au sein de l'Université technologique de Luleå. C'est en Suède, tout au nord de la Suède, à la limite de la Laponie suédoise. Donc ça restait en Europe, mais c'était quand même assez dépaysant. Ça m'a permis aussi de découvrir un autre mode d'enseignement, le mode d'enseignement suédois qui est quand même assez différent de celui de la France, où vraiment, en tant qu'étudiant, on a beaucoup de liberté et en fait, on a peu de cours, mais beaucoup de travaux personnels à faire, à rendre. Et donc après cette deuxième année, j'ai pris donc une année de césure. Il y a la majorité de la promotion qui fait une année de césure à Super Héros et ça permet soit donc en fait d'explorer différents domaines à travers des stages en entreprise ou bien des stages de recherche ou bien même de faire des projets personnels. Donc moi, de mon côté, j'ai fait deux stages. Un premier stage donc dans l'aéronautique à Airbus. J'étais dans l'analyse des essais à vol en anémométrie. Donc un stage intéressant, mais pour autant je sentais que j'étais pas forcément passionnée d'aéronautique et pas forcément à ma place. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre stage. Cette fois-ci, je suis partie au Québec et c'est là où j'ai découvert l'hydrologie et l'hydrométrie. C'était pour une mission satellitaire SWOT. Donc, je faisais des mesures pendant la période de calibration-validation du satellite pour justement valider les données du satellite. Donc là, j'ai appris énormément sur l'hydrométrie. Et voilà, et ça m'a amené, donc j'ai adoré ce stage et ça m'a amené à choisir en dernière année. Je voulais vraiment, du coup, me tourner vers les applications environnementales et tout ce qui était satellite. Donc, j'ai fait ma filière observation de la Terre, couplée du coup au domaine énergie et transport et environnement. Au sein du domaine, il me semble que c'est toujours le cas, c'est divisé en deux sous-domaines et j'étais dans le sous-domaine énergie et réseau. Voilà, où on vient vraiment étudier du coup le réseau électrique, l'optimisation de la production, etc. Voilà. Et ensuite, du coup, ça m'a amené à un stage de fin d'études chez EDF en hydrométéorologie. Donc ça, c'était il y a un an tout juste. Et j'ai pu être embauchée donc à l'issue de mon stage de fin d'études, toujours chez EDF. Du coup, toujours en hydrologie. Je suis maintenant chargée d'études en hydrologie sur le site de Toulouse. Donc c'est en fait dans l'unité d'ingénierie d'EDF Hydro à la DTG. Et donc je fais maintenant pas mal de statistiques sur les pluies, les températures, la modélisation du débit, toujours dans le contexte de changement climatique. Donc on va venir aussi étudier comment évolue l'hydrologie euh, sur le siècle. Et voilà, donc maintenant c'est pas mal de stats, de maths, un peu de code et beaucoup d'environnement. Ok, merci Lucie. Super. Florian, peut-être.
Oui, donc moi je suis Florian. Comme Lucie, je suis rentré par la voie du concours Minpon. J'ai fait une filière MP et j'ai suivi le cursus classique. Donc j'ai fait les 2 premières années du cursus ingénieur. Donc ces 2 années ont été vraiment pour moi en fait très intéressantes puisque de par la variété des cours qui ont été proposés, puis on en parlera ensuite des associations étudiantes. Et en fait, pendant ces 2 années, ce que je trouvais bien, c'est que j'étais exposé à vraiment plusieurs domaines scientifiques. Donc, il y avait des maths, il y avait de la physique, mais il y avait aussi, par exemple, plus de la gestion de projet ou genre d'autres, en fait, d'autres domaines, d'autres matières que j'avais pas l'habitude de faire justement après la prépa. La prépa, c'était vraiment focus sur les maths et la physique. Là, ça allait dans quelque chose de plus varié. Et en fait, c'est ça qui m'a conduit aussi à vouloir élargir en fait mon spectre de connaissances et de compétences. Et donc, pendant mon année de césure, j'avais envie d'intégrer une autre école qui m'amènerait une carte vraiment très différente de ce que l'école d'ingénieur pouvait m'apporter. C'est-à-dire que je savais que l'école d'ingénieur m'apporterait un bagage très intéressant et très complet dans les domaines scientifiques, mais j'avais envie aussi d'étendre en fait, mes connaissances dans le domaine plus économie, finance, management d'entreprise. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un double cursus avec Sciences Po Paris. Donc ça, c'est un accord qui existe entre Super et Sciences Po Paris qui mène à avoir les deux diplômes. C'est-à-dire que pendant mon année de césure, j'ai suivi un master en finance et stratégie et j'ai obtenu à la fin le diplôme de Sciences Po. Donc ça aussi, c'était vraiment un atout pour moi parce que j'ai pu en fait rencontrer des personnes très très différentes qui ont des intérêts très différents des miens aussi, qui sont plus spécialisés justement dans l'économie, dans la finance. Et pour moi, ça m'a permis d'avoir en fait aussi des connaissances complémentaires de ce que la formation super-héros pouvait déjà m'apporter. À la suite de ce double diplôme, j'ai fait un stage dans une start-up à Paris où j'étais analyste stratégique pour l'entreprise. Donc typiquement, je lisais beaucoup d'études et j'établissais des rapports pour le dirigeant de l'entreprise, de la start-up. Et c'était dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce que c'était une start-up qui s'est spécialisée dans l'analyse de données et, pour des entreprises. Donc ça aussi, grâce à ce stage, en fait, je me suis vraiment frotté au domaine de l'IA, à toutes les possibilités. Et en fait, c'est ça qui a aussi lié mon choix de la filière que j'ai choisie en dernière année, qui est sciences des données. Donc c'est arrivé un peu sur le tard, en fait. C'est arrivé au début, je savais pas trop exactement, j'étais ouvert à beaucoup de choses. Et c'est sur le tard, en dernière année, que j'ai compris, en fait, avec toutes les expériences, que je sais que c'était vraiment sur ça que je voulais m'orienter. Donc, j'ai choisi la filière sciences des données et de la décision. Et à la suite de ces dernières années, je suis parti en stage de fin d'études à Montréal, dans une start-up également, qui traite des sujets d'IA pour les compagnies aériennes et les écoles de pilotage. Et donc, typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on développe une application à destination des instructeurs de vol. Et le but, c'est qu'on collecte les données pendant que les pilotes font des sessions de vol sur des simulateurs. On développe des modèles d'intelligence artificielle. Et le but, c'est de évaluer la performance des pilotes et d'émettre des recommandations sur les leçons de vol qu'ils doivent suivre. Donc pour moi, ça a été vraiment passionnant parce que à la fois, j'étais sur un domaine de pointe et qui encore aujourd'hui est en pleine évolution, qui est l'IA, et en même temps sur un sujet assez technique et en fait, grâce aux connaissances que j'ai pu apprises à Super Hero, ça m'a beaucoup aidé aussi dans la compréhension du domaine, qui est justement l'aviation. C'est quand même un domaine où il y a beaucoup de vocabulaire. J'interagis avec des instructeurs de vol et donc ils ont un certain langage, ils ont une certaine manière de parler qu'il faut comprendre. Et le fait d'avoir des connaissances de base en aviation, c'est vrai que ça m'a énormément aidé et ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Donc en fait, à la suite de ce stage, j'ai été embauché par l'entreprise qui a par la suite fusionné qui a été racheté en fait par un grand groupe. Donc c'est pour ça que maintenant je suis sous la bannière Pace Aerospace and IT. Et je continue en fait à travailler sur des projets à la fois dans l'aviation, à la fois dans la défense aussi, pour
développer des modèles IA appliqués en fait à l'évaluation des pilotes. D'accord. Donc voilà, c'est un peu mon parcours et vraiment, je continue à apprendre et je continue également à interagir avec des anciens de l'école. Ça, c'est vrai que c'est aussi un atout que je trouve de faire partie du réseau Grandes Écoles. C'est qu'ensuite, on a un réseau qu'on peut solliciter même tout au long de notre carrière. Et même moi encore aujourd'hui, 3 ans après avoir été diplômé, je continue encore à interagir avec des personnes issues de l'école. Ok, merci. Oui, en effet, ce que tu as souligné, c'est super important. C'est le fait qu'il y a un réseau d'alumni très vivant, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il y a la vie sur le campus. Alors là, je vais présenter, mais voilà, a priori, vous allez pouvoir intervenir largement, enfin, les anciens élèves, parce que vous serez à même de partager un petit peu quelques expériences et anecdotes, je pense. Donc, la vie sur le campus, donc c'est encore une vue du campus. Donc, vous voyez que c'est assez boisé, hein, c'est assez aéré aussi. Donc voilà, donc là, bah, c'est toujours la première ville étudiante de France. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants à Toulouse. C'est vivant, c'est animé, il fait chaud, c'est assez agréable le soir de se balader sur les bords de la Garonne pour prendre un pot et autres. Donc bon, la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, mais pas que ça. Il y a un pôle de recherche santé et biotechnologie qui est important. Et il y a beaucoup d'opportunités de stage et d'emploi dans ce domaine. Alors d'un point de vue situation, donc je ne sais pas si vous connaissez une petite géographie, c'est situé à 1h30 des Pyrénées, 1h30 de la mer Méditerranée, 3 heures de l'océan, donc plus vite, hein, et 4h30 de Paris en train. Bon, ça c'est quand il n'y a pas de grève, hein. Mais sinon c'est assez bien situé, et c'est vrai que les week-ends sont tentants. Voilà. Il y a pas mal de week-ends occupés, je pense, en fait. Il y a pas d'élèves qui me contredisent sur ça, en fait, à mon avis, sur ouais, les Pyrénées, la mer, voilà. Donc le centre-ville est à moins de 15 minutes en vélo par le canal du Midi, mais c'est quasiment à peu près le même temps quand on prend les bus. Donc vous êtes sur un campus universitaire, mais qui est vraiment très facilement connecté au centre-ville, là où ça se passe, mais là où on a la photo qui est ici. Le campus de 19 hectares, donc il y a 6 résidences avec 1000 logements. Il y a des places réservées pour les admissions en première année. Donc il y a des priorités aux boursiers, etc. Mais de manière générale, vous avez la possibilité d'être logé sur place en première année. Il y a des équipements sportifs, une piscine, un gymnase, terrain de foot, cours de tennis, squash, vous voyez quelques photos. Un learning center qui s'appelle maintenant Aérotech, hein, qui a été créé il y a peu de temps et qui est vraiment très beau. Et des espaces de détente un peu partout. Donc c'est vraiment un campus agréable à vivre et évidemment un aérodrome avec la possibilité de passer le PPL. Donc évidemment, tous les élèves ne le font pas, mais pour ceux qui le font, je pense que c'est une vraie opportunité. Et cette année, je crois qu'on a un équipage qui a décidé de partir et de faire le Tour de France 2026, la compétition associée en avion léger. Voilà. Et après, je vais laisser peut-être parler des élèves rapidement de la vie associative. Donc il y a 130 clubs et assos, il y a des engagements en faveur. Donc là, je sais pas, peut-être que vous avez peut-être des choses à partager sur vos clubs favoris. Oui, mais peut-être de mon côté aussi revenir sur la Ah, localisation à Toulouse. C'était vas-y. juste pour refaire. Enfin, je trouve que c'est vraiment un gros avantage à l'école parce qu'on est quand même super proche du centre. Et pour le coup, bah, la sortie de classe préparatoire, c'est aussi le moment où on a un peu de liberté, où on s'épanouit un peu personnellement. Et du coup, le fait d'être à Toulouse. Aux portes des Pyrénées, dans un cadre, bah, l'Occitanie aussi, c'est une super belle région. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Même culturellement, Toulouse, c'est intéressant. Du coup, pour moi, c'est vraiment, bah, c'est aussi ce pourquoi maintenant j'ai commencé mon travail à Toulouse et j'y suis revenue après mon stage de fin d'études. Donc pour ça, vraiment, la localisation de l'école dans Toulouse m'a fait que on y passe de très belles années étudiantes. Et ensuite, du coup, sur les clubs, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que bon, déjà, la promotion est à taille humaine. Et en fait, dans les clubs, il y a très peu quand même de sélection. En tout cas, pour les clubs sportifs. Euh, Collectif. Vraiment, tout le monde a sa place et on peut vraiment, du coup, s'épanouir dans bah, ce qui nous plaît. Donc, il y a à la fois des clubs techniques, des clubs sportifs, des clubs plus où on s'investit dans la communauté étudiante, donc avec le BDE. Moi, pour la part, du coup, j'étais plus dans la partie sport.
de l'école où j'étais au bureau de l'association sportive. Voilà, et en fait, c'est très chouette parce que ça nous permet vraiment de prendre des responsabilités dans notre promotion et dans la vie de l'école en général. Et c'est très gratifiant aussi d'avoir vraiment une place dans l'école et de pouvoir s'y investir. Et voilà, et ensuite, moi je faisais aussi partie du RAID sportif de l'école. Donc, on organisait un événement sportif et ça, je pense que ça reste ma plus belle expérience associative qui m'a bien marquée sur mes 4 ans parce que je m'y suis investie du coup pendant mes 4 ans à l'ISAE Super-Héros. Oui, moi, pour compléter, moi, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'était la diversité des choix et en fait la possibilité de s'engager dans plusieurs, en fait, dans plusieurs clubs et comme l'a dit Lucie, comme l'a très bien dit Lucie, de prendre des responsabilités. Et ça, c'est vrai que même finalement, je me rends compte que ça m'a aussi permis d'apprendre des choses sur, bon, ben voilà, on gère une équipe, on interagit avec des gens. En fait, ce sont comme des soft skills qu'on apprend et qui sont pas par des cours. Là, c'est vraiment concrètement, on travaille sur des projets. Moi, pour ma part, j'avais fait deux clubs qui m'avaient vraiment, qui ont aussi m'ont conduit pendant toutes ces années. Ça a été le club Mars, qu'on voit d'ailleurs la vignette. Donc ça, c'est un club technique où en fait, on prépare un projet. On est 7 étudiants. On prépare un projet pour partir aux États-Unis. Donc moi, à l'époque, c'était 2 semaines, mais maintenant, c'est rendu un mois. On part aux États-Unis dans une base de recherche scientifique qui, en fait, réplique les conditions de vie sur Mars. Donc l'idée, c'est en fait, on va faire une mission de simulation. Donc on est dans cette base et on étudie en fait comment des astronautes pourraient vivre sur Mars. Et on est en lien avec un institut américain qui en fait gère la base et qui toute l'année fait en fait planifie des équipages et Super Héros chaque année a une place dédiée pour amener un équipage là-bas. Donc ça c'était très très intéressant autant du point de vue technique qu'humain et ça c'est vrai que ça a aussi orienté ensuite plus tard mes choix justement de ce que je voulais faire. J'avais également fait partie du club parachutisme qu'on voit sur la vignette. Ça aussi, ça c'était exceptionnel parce que j'avais jamais sauté en parachute et là j'avais l'opportunité de le faire et en fait de suivre une formation pour être complètement autonome et même de pouvoir sauter avec ses amis ensuite à la fin. Puisqu'il faut savoir que le BDS, donc le Bureau des sports, sponsorise pour une grande partie le coût financier associé à ça. Et donc finalement, le saut en parachute coûtait 7 euros, ce qui est vraiment donné. Donc ça, c'est vrai que c'est très complémentaire en fait dans la formation de à la fois pouvoir suivre des cours, mais aussi de pouvoir s'impliquer en dehors des cours dans des projets qui peuvent en fait aller loin, puisque avec les clubs techniques, on est en lien avec des laboratoires, on est en lien avec des chercheurs de l'école. Donc en fait, on est très proche finalement on bénéficie de toute l'infrastructure de l'école, qui est que ce soit les centres de recherche, les professeurs, mais aussi les partenariats avec les laboratoires. Donc c'est vrai que on apprend et en même temps on s'amuse aussi, parce que il y a plein d'autres clubs aussi où en fait l'idée c'est juste de s'amuser. Super, merci. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des gros avantages de l'école, c'est cette vie passionnante qu'il y a au niveau des clubs, qu'on essaie de faire perdurer et qu'on essaie d'animer un petit peu avec ces projets multidisciplinaires de deuxième année où en fait on va essayer de faciliter et d'aider les clubs techniques plutôt par contre. Mais il y a énormément de clubs et il y a aussi beaucoup de choses sur l'engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité. C'est quelque chose sur lequel on a une équipe étudiante dédiée qui essaie de faire que les choses se passent bien pendant ces 3 années, ces 4 années et qui aussi favorise aussi l'ouverture sociale avec des actions avec les filles dans la science, etc. Un certain nombre de choses, de tutorat dans les collèges. Donc il y a plein de choses qui se font en fait au niveau associatif. Merci beaucoup Lucie et Florian pour ces témoignages. Alors je crois qu'il y avait quelques questions. Une question c'était à quoi ressemble un emploi du temps type en première année? Bon ben peut-être qu'il faut dédramatiser le volume de travail et voilà, c'est pas 40 heures et 45 heures. Je laisse peut-être Christophe Garion, qui est responsable de la première année, donner une synthèse d'une journée ou un exemple d'une journée. En fait, surtout d'une semaine, à mon avis. Une semaine, c'est déjà parlant en termes de volume horaire.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis responsable de la première année. Euh, Globalement, en moyenne, je vais dire que les élèves de première année ont entre 25 et 30 heures de présentiel. Bon, plutôt 25, je pense. Ce sont des cours variés, puisqu'on peut avoir, par exemple, le lundi après-midi est plutôt consacré aux langues vivantes 2, aux pratiques corporelles, voire aux également au LV3. Et puis sinon, ben, c'est un mix entre des cours en amphi et également ce qu'on appelle des petites classes. Donc c'est souvent des TD par groupe de 24-25, voire des BE qui sont plus applicatifs et durant lesquels vous allez devoir mettre en œuvre vos connaissances pour résoudre un problème un petit peu plus gros qu'un simple exercice. Et je dirais qu'il y a à peu près trois, quatre matières en parallèle scientifiques, pardon, hein, en parallèle durant la semaine, quoi. Donc, à cela peut s'ajouter au second semestre des enseignements qui sont électifs. Donc, en particulier, au second semestre, vous pouvez choisir si vous voulez plutôt faire des enseignements en aéronautique ou plutôt des enseignements côté spatial. Il y a également ce qu'on appelle une pratique expérimentale, durant laquelle pendant 25 heures, vous allez être confronté en laboratoire à un genre de super méga TP très intéressant avec des problématiques de métrologie éventuellement, de comment on mène une expérience, et comment on en tire des conclusions. Et également un enseignement électif que vous pouvez choisir qui dure 25 heures, quoi. Donc, bon, globalement, je pense qu'on est un peu dans la moyenne des autres écoles d'ingénieurs en termes de charge de travail en présentiel. Ensuite, en ce qui concerne la charge de travail à la maison, bah, ça dépend des périodes. Il se peut que vous ayez des rapports à faire, il faut préparer des examens, etc. Ok, merci Christophe. Alors, après, il y a une question sur les doubles diplômes. Alors, sur les frais. Donc, dans le cadre des doubles diplômes, il y a un aménagement pour les frais de scolarité. Donc, c'est pareil pour les substitutions, le semestre académique à l'international. Vous ne payez pas des droits d'inscription des universités américaines dans lesquelles vous partez faire votre semestre académique international. C'est un semestre gratuit d'un point de vue droit de scolarité. Et pour le double diplôme, c'est pareil en fait. On a des aménagements qui font que soit tout ou partie de la formation est, euh, est, prise en charge. Mais ça dépend vraiment des doubles diplômes. Je pourrais pas en fait, il n'y a pas de cas général. Et évidemment, ça dépend du type d'établissement avec lequel on fait le double diplôme. Le ratio approximatif de temps consacré aux cours théoriques et aux projets en groupe et au temps sportif ou club. Alors déjà, le club, c'est quand même plutôt en fin de journée, la nuit et le week-end, a priori, pas pendant les heures de cours. Potentiellement, ça peut arriver, hein, mais pas trop. Et après, on va dire que en première année, c'est quand même assez théorique, il y a un peu moins de projets, mais au fur et à mesure de l'avancée, vous allez avoir de plus en plus de projets en fait. On va dire que la première année reste encore assez académique, la deuxième année, on a un peu plus de projets, le projet devient un peu plus important, la troisième année, il y a beaucoup plus de concret, beaucoup plus de projets. Il me semble que c'est un petit peu le sentiment que doivent avoir les anciens élèves en fait, de progression. On est quand même, voilà, la première année, c'est quand même, en fait, on finit le socle en fait. On densifie ce que vous avez fait en prépa et on vous donne des choses un peu plus utiles que la prépa et à partir de là en fait on fait travailler un projet progressivement. Voilà, c'est un peu ça qui est la base. J'ai pas de j'ai pas de pourcentage mais c'est plutôt ça l'idée. Alors, ah ouais, on fait de la compétition entre réseaux d'anciens élèves. Est-ce que est-ce qu'il est aussi développé et efficace que dans les grands groupes d'écoles comme Centrale ou les Arts? Ouais, je pense que ouais, il y a pas, enfin les super-héros ils se reconnaissent en fait, ça va, il n'y a pas de problème. Je sais pas, ça s'il faut laisser témoigner les anciens élèves quoi. Ouais, moi, j'ai fait partie En fait, j'ai animé le réseau des alumni, notamment à Montréal. Alors, en fait, je connais pas le réseau de Centrale ou des Arts, donc je pourrais pas parler, je pourrais pas comparer, en fait. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, il y a une vraie dynamique de réseau. Moi, c'est aussi comme ça que, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai été accueilli, en fait, par des anciens qui m'ont, en fait, donné tous les conseils pour, bien s'installer, les choses à pas manquer, même au niveau, par exemple, des normes de salaire au Canada. Ça, c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu, puisque dans- quand on discute des salaires, bah, il faut savoir un peu les ordres de grandeur.
Et en tout cas, moi encore aujourd'hui, après 4 ans, j'organise régulièrement des rencontres entre anciens de l'école et c'est sûr que ça peut déboucher ensuite sur des opportunités. Donc, l'association existe, elle grandit, en fait, ensuite, c'est aux étudiants, aux anciens de s'en emparer, d'aller contacter. On a un annuaire, chaque année, l'association délivre un annuaire où on peut contacter des alumni partout dans le monde. Et en tout cas, les alumni super-héros sont très ouverts pour ensuite aider les étudiants ou en fait proposer des stages. On a une plateforme aussi en interne où les anciens peuvent proposer des stages. Donc c'est sûr que c'est une opportunité qui est quand même importante et qui fait partie, j'ai envie de dire, des avantages des grandes écoles en général. En fait, c'est d'offrir un réseau qu'on peut utiliser ensuite tout au long de sa carrière. Hmm. Oui, tout à fait. Peut-être Lucie, t'as pas encore, tu fais partie du réseau d'alumni, pas? Des réseaux d'anciens, ouais. Je crois que j'ai pas encore adhéré, mais Ah, ça va pas du tout. non, mais ce que je peux dire, c'est que moi, pour le coup, du coup, je suis dans un domaine qui s'éloigne un petit peu du spatial et de l'aéronautique, et pour autant, il y a quand même des anciens de super-héros dans mon unité. Donc on en retrouve vraiment dans tous les domaines. Et en fait, ce qui m'a surtout aidé, moi, c'est pas le réseau des alumni après l'école, mais parce que déjà, ça fait pas longtemps que je suis sortie d'école, mais c'est pendant le cursus, enfin pendant les années à l'ISAE Super-Héros, pour trouver des stages notamment. Mhm. On a l'annuaire des stages effectués par les anciens élèves, donc avec leurs contacts et on peut facilement les contacter. Moi, ça m'a aidé notamment pour mon choix de partir en stage au Québec aussi. Du coup, j'étais pas à Montréal, mais j'étais dans une petite ville à Sherbrooke, enfin une petite ville, une ville étudiante, mais un peu moins connue. Et du coup, en fait, j'ai pu avoir les retours aussi d'un ancien élève qui était parti là-bas. Et voilà, pour trouver des stages de fin d'études ou même des premiers emplois, ça m'a pas mal servi pendant mon cursus. Ouais, tout à fait. Oui, je pense qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas la taille qui compte, c'est plutôt la capacité à l'animer, hein, parce que c'est vrai que par rapport au réseau central, au réseau à un métier, je pense qu'il y a quand même un volume d'anciens élèves qui doit être plus conséquent, mais par contre, l'important, c'est les liens qu'on tisse et qu'on garde, en fait, hein. Je pense que c'est ce lien important, ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, d'accord. Ouais. Si la formation, alors c'est une question. Si la formation est généraliste, quel intérêt y a-t-il à privilégier super-héros à Mines, Paris, Nancy, Saint-Étienne? Bon, déjà, je m'excuse, mais Mines, Paris, ok. Mines, Nancy, Saint-Étienne, c'est pas tout à fait la même stratégie, mais c'est vrai que la formation est généraliste. Je pense qu'on a quand même une chance, en fait, euh, c'est que vous allez pouvoir trouver dans les thématiques qui sont proposées dans l'aéronautique et le spatial, on quand même rentre dans l'aspect scientifique et technique. On travaille sur des thématiques qui sont concrètes, avec des cas concrets d'ingénierie. C'est pas un généraliste où finalement vous faites que de la physique et des maths. Ouais, c'est un généraliste, vous allez faire en fait de la science industrielle avec des maths et de la physique et vous utilisez tout ça pour pouvoir répondre à des problèmes complexes et dans des scènes critiques. Il y a quand même une notion importante, c'est d'arriver à fabriquer et à concevoir des engins pour lesquels le taux de fiabilité est élevé parce qu'en fait les accidents sont pas tolérables, que ce soit pour l'aviation ou le spatial. Donc c'est ces notions-là en fait qui font que c'est engageant, c'est demandant de travailler sur un super-héros sur ces aspects-là, mais par contre c'est récompensant par la suite en termes de débouchés que vous pouvez avoir et de capacité personnelle à affronter des problématiques industrielles. Donc je pense que c'est à ce sens-là qu'il faut privilégier super-héros. Au-delà du positionnement héliocentrique, voilà, Toulouse c'est quand même vachement mieux que Paris, Nancy et Saint-Étienne, je suis désolé. Voilà, bon évidemment sauf ceux qui pourraient y être là-bas, mais le soleil est plus atteignable, plus généreux de ce côté-là. Et puis après il y a ce positionnement, le positionnement qui est intéressant aussi. Alors, les liens privilégiés avec certaines entreprises, oui, je pense que au-delà des alumni, on a quand même des entreprises partenaires qui sont celles du domaine aéronautique et spatial, mais pas uniquement, qui ont l'habitude de prendre des stagiaires super-héros. Et donc ils connaissent bien le diplôme et qui ont envie
de pouvoir les tester, de voir si ça correspond à leurs besoins industriels. Et donc c'est vrai que c'est tout à fait... on a en plus le réseau, c'est à la fois grand groupe de l'aéronautique et de l'espace, de la défense, mais aussi petites structures, PME, PMI et des startups. Il y a beaucoup d'élèves qui partent en startup. Ben, Florian est un exemple, mais il n'y a pas que Florian. Finalement, on a peu d'élèves qui sortent et qui vont dans les grands groupes. Lucie aussi, c'est un grand groupe RTE, ça, tu vois. Mais plutôt qui paraîtrait pas dans les débouchés classiques de super-héros. Et pourtant, en effet, si, on a des gens qui sont justement cette partie combinatoire entre observation spatiale et mesure et autres. C'est des choses qui sont très intéressantes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, à quelle date est la rentrée? Bon, la rentrée, c'est le 25 ou le 26 août. Je sais plus, c'est un mercredi. Donc, il faut caler ça. De tête, je sais plus. Et comment se passe l'intégration? En général, ça se passe bien. Il y a une semaine d'intégration où vous avez un certain nombre d'animations. On vous fait faire un baptême de l'air pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça, qui n'ont jamais volé en avion léger. Vous avez un certain nombre d'animations, des soirées qui sont proposées avec les anciens élèves, les élèves de deuxième année. Et puis après, des présentations diverses et variées pendant une semaine à peu près avant de commencer les cours en première année. Donc ça se passe de manière douce. On n'a pas d'usinage, nous, ici. C'est pas la stratégie de faire de l'usinage méchant, donc il n'y a pas de bizutage. Et par contre, il y a un grand week-end d'intégration, le WAI, qui est assez festif, il me semble, et qui se fait au bout de la première ou deuxième semaine, en fait. Je pense, c'est une semaine et demie à la rentrée. Parce qu'on rentre le mercredi, et après, c'est le week-end après. Pas le premier week-end, mais le deuxième week-end, où il y a ce week-end d'intégration. Donc, c'est assez souple. Je pense que ça fait pas peur, il me semble, l'intégration, hein. C'est pas une semaine inquiétante, la semaine d'intégration. Je pense au contraire. Ok. C'est bon, vous avez répondu à toutes les questions? Du coup, Christophe et Valérie? Il y en a une ou deux qui restantes là que je viens de t'envoyer. Ah, une précision. Alors, pour HEC, je pense que les coûts supplémentaires. Alors, si on fait par exemple le master X HEC, je sais que la partie X est gratuite, la partie HEC, par contre, il faut payer. Donc, en effet, sur la partie double diplôme avec HEC, je ne serais pas étonné qu'il y ait une partie qui soit payante. Ouais. Pour la partie double diplôme aux USA, en général, les accords font qu'il y a une partie du double diplôme qui est gratuite, qui est offerte. Ça fait partie des jetons qui sont négociés avec les universités. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait il faut envisager, donc on a quand même, bon, au-delà de, je vois qu'il y a l'inquiétude sur les coûts, il y a quand même la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de bourses, de soutien, et on a ce qu'on appelle la fondation de l'ISAE Super Héros, qui récolte des fonds et qui les redistribue pour des élèves qui ont besoin des fonds pour pouvoir partir en mobilité, pour partir en césure, pour faire des projets spécifiques. Et là, on bénéficie d'un petit coup de pouce, parfois de prêts d'honneur aussi, pour pouvoir aider à ce type de choses-là. Ouais. Donc nous, on a des accords avec les universités, et en plus, il y a la possibilité de récupérer des fonds pour pouvoir partir dans ces doubles diplômes. Alors là, par contre, là, pour le PPL, la classe 2 est suffisante. Moi, je suis pas navigant, moi. Donc, je pourrais pas savoir ça. Qui c'est qui est navigant là parmi les... Christophe, Valérie, Pas du tout. Lucie, Florian? Je ne Donc, suis Non, pas moi, j'avais capable pas de répondre à la question là. Je pense que Non, ça moi, doit j'avais pas être... fait le PPL, mais j'ai des amis qui l'ont fait, et en fait des amis qui partaient de zéro, qui ont pu suivre des cours, et ensuite ils ont eu le PPL. Donc ensuite, D'accord. niveau classe 2, je sais pas exactement, je pense que si la personne a déjà une licence, bon ben en fait c'est pas le but là, le but c'est vraiment des étudiants partent de zéro et arrivent, ont une licence et peuvent voler. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Euh,
Oui, c'est de la découverte et de la formation. Après, je pense qu'on a la possibilité de d'avoir des heures de vol à un tarif un peu plus intéressant que dans le public classique, en fait, il me Oui, semble. oui, oui, c'est vraiment très bas coût comparé à ce qu'on pourrait faire normalement. Tous les sports aéronautiques, en fait, il y a des subventions et donc ça permet de faire des pratiques vraiment pas chères du tout. Donc, oui, pour les passionnés d'avion ou les passionnés de planeur, en fait, hein, ouais, c'est intéressant. Et sans compter le parachutisme, hein. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur les sports à adrénaline. Et avec une institution pour les musiciens, c'est la fanfare. Voilà, ça c'est une vraie institution là, à Toulouse. Ouais. Alors, bah, peut-être que je pourrais passer les planches. Il me semble que est-ce qu'on avait un. Alors, est-ce que majoritairement c'est dans la région Occitanie que les étudiants sont embauchés? Bah, en fait, non. Il y a une partie qui sont embauchés dans la région Occitanie, mais en général, les étudiants, ils partent pas mal sur l'île de France. Il y en a quelques-uns qui partent à l'international, je pense une vingtaine de pourcents, plus de 40% sur l'île de France, et puis après le reste en province et Occitanie. Évidemment, le bassin d'emploi aéronautique et espace est intéressant, plus la région est attrayante, donc il y en a qui sont là, mais je pense pas que ce soit. Enfin, je pense que la réputation de super-héros dépasse l'Occitanie sur les thématiques associées, donc vous allez le trouver facilement ailleurs qu'en Occitanie s'il y a une inquiétude de ce côté-là. Alors, ce qui permet d'avoir un job étudiant en première année? Ben, c'est-à-dire que si vous avez un job étudiant, ça veut dire que je pense que c'est plutôt le choix entre participer à des clubs et faire un job étudiant. Parce que je pense qu'il y a de l'espace pour pouvoir participer à plusieurs clubs ou en fait, à tester différents clubs en première année. Il faut pas trop papillonner non plus, parce qu'il faut quand même tenir la première année. Mais si vous avez des problèmes de ressources, déjà, nous, si vous êtes boursier, ben, en fait, vous bénéficierez des bourses chez nous aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Et puis, on peut étudier vos cas en particulier, hein. Mais pour le job étudiant, oui, ça va être faisable. Il ne faut pas que ça devienne trop important, mais oui, je veux dire, en fait, il faudra dans ces cas-là limiter sa participation à un des clubs. Oui, je peux juste rajouter quelque chose par rapport à Vas-y. ça. C'est qu'on peut aussi être pupitreur et donc être payé pour certaines activités sur le campus. Pupitreur à l'aérotech, qui est la bibliothèque du coup de l'école. Il y a le Fab Lab aussi, où on doit passer quelques formations pour savoir utiliser les machines, etc. Mais après, on peut être pupitreur également. La salle de musculation, la piscine. Enfin bref, du coup, C'est vrai. il y a pas mal, il y a pas mal de moyens de faire quelques heures et d'être rémunéré sur le campus. Le centre informatique aussi, pour Oui, l'ouvrir le week-end. exact. Oui, donc il y a quand même des ressources en fait, hein. Par contre, il y a de la compétition, je crois, sur ça. Il y a du monde qui a Oui. besoin de. Oui. Donc c'est clair. Ok. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a tenu le timing, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ou, on est pas mal. On avait une question de Laurent, juste, ah, je l'ai vu passer sur les sportifs. L'école peut-elle soutenir financièrement un étudiant sportif lors de compétitions? Je pense que c'est pour l'accompagnement des étudiants sportifs de haut niveau. ah. Euh, Est-ce que déjà, pour les sportifs de haut niveau, en fait, on peut faire des aménagements de parcours. Il suffit d'être. Ça se discute en fait en fonction des cas, il n'y a pas de problème. Et après, pour le soutien financier, ben, je pense que c'est pareil, on n'a pas de. En fait, le soutien financier, nous, en fait, on le fait via les élèves, en fait, via le bureau des élèves, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une manne d'argent qui passe, enfin une manne, un certain montant d'argent, faut pas exagérer non plus, un certain montant d'argent qui passe et qui est défini en commun avec le bureau des élèves. Donc là, s'il y a une activité spécifique sur un club sportif, ben, il y aura des financements associés pour pouvoir faire ces événements. Si c'est un sport individuel dans ces cas-là, il faut plutôt passer dans des dispositifs d'aide spécifiques auprès de la fondation ou auprès des alumni, voilà, pour récupérer des fonds spécifiques. Et après, comme tout bon dossier, ça se discute.
et la direction peut être amenée à donner des fonds et à aider dans le cas d'un sportif de haut niveau. On a accueilli par le passé des sportifs de haut niveau. Moi, j'étais pas directement en contact avec eux, mais l'aménagement de cursus a été fait, je crois c'était il y a une dizaine d'années, non, c'est ça, pour les Jeux Oui, Olympiques. on a eu un étudiant qui a participé au JO à Londres Voilà, en kayak. au kayak, c'est ça. Donc, Ouais. Et donc il a fait sa deuxième année en 2 ans pour pouvoir préparer les JO, ce qui est quand même pas, c'est c'est ça. quand même pas mal. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc voilà, donc on est capable d'aménager les cursus de manière à permettre à répondre à ses besoins spécifiques. Voilà, ça fait partie des choses qu'on est capable de faire. En fait, on est capable de faire beaucoup de choses, en fait. Peut-être trop, mais voilà, parce on est trop gentil. Et oui, oui. Ok. Euh, c'est bon, on a épuisé tout le stock de questions. Tu veux en trouver une derrière Fago? Hugo, non, c'est bon. Ouais, juste une question sur les effectifs. Après, la dernière question, on prendra. Les effectifs sont-ils pleins fin juillet? Car la rentrée est avant les résultats de fin août. Alors, pour le concours Minpon, les deux premiers appels se font en août, hein, enfin fin juillet et début août. Et après, je pense que les derniers indécis et notre rentrée correspond en fait au troisième appel qui doit être juste le mardi avant le mercredi de la rentrée. Voilà. Et donc là, on clôture en général notre recrutement au troisième appel du concours Minpon. Donc en général, c'est quelques unités, hein, quelques personnes en fait, qui intègrent à ce moment-là. Donc voilà, il y a encore des gens en liste d'attente ouais, en août qui attendent des intégrations potentielles sur des ENS ou autres cap ou des X1, des choses comme ça en fonction des listes d'attente. Mais donc oui, c'est plutôt la totalité de nos élèves sont finalisés fin août. Voilà. La grande majorité, on essaie de faire que la grande majorité, c'est mieux pour vous parce qu'en fait ça permet de travailler sur d'avoir une chambre sûre au moment de l'accueil. Donc il vaut mieux en 8 mai, il vaut mieux se décider quand même avant que l'école se ferme en fait. Ça permet d'être certain que on s'est inscrit quoi. Mais ça, tous les détails seront donnés en fait par la communication de l'école au moment des oraux en fait. Vous aurez toutes les informations. Je sais même pas si c'est pas déjà ouvert. Je me souviens plus de la synchronicité des informations. Mais là, ça c'est la scolarité communique très clairement sur les problématiques de, de réponse pour les gens qui sont en 8 mai et comment on s'organise. On a encore quelques questions qui arrivent. On ne pourra pas répondre à tout ce soir, malheureusement. Euh, on a... Merci à Christophe et Valérie qui ont répondu à toutes les questions. On va Merci beaucoup. Ouais. Laurent, on va leur transmettre une adresse mail après sur la slide, hein, la prochaine slide. Ah oui, tout à fait. Ouais, Alors, il faut que je me. Hop, que je. Voilà. Tac. Voilà, vous avez c'est ça. le Donc, contact et les plaquettes, hein. c'est ça. Si vous souhaitez en savoir plus, donc vous avez la plaquette ingénieur généraliste avec le QR code ou l'adresse mail. Vous avez la plaquette alpha aussi qui vous fera le récap un peu de ce qu'on s'est dit sur la vie associative. Vous verrez, elle est super bien faite. C'est comme une application en fait sur votre téléphone et vous avez accès à toutes sortes de photos et vidéos sur chacun des clubs. Et donc c'est vraiment intéressant. Si vous souhaitez nous écrire, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail que vous voyez affichée à votre écran, donc info-programme@isae-superhero.fr. On a une équipe dédiée qui pourra vous répondre et on pourra continuer donc nos échanges que vous avez commencé ici. Donc n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse. Voilà, peut-être Laurent, on peut laisser le mot de la fin à Lucie et Florian, peut-être si vous avez un conseil à ceux qui passent les oraux ou un petit mot. Je vais commencer. Déjà, vous avez fait déjà une grosse partie, donc bravo à vous pour votre admissibilité et ayez confiance en vous pour les oraux. Voilà, je pense que c'est le plus important, vous savez, et maintenant montrez-le. Et puis bon courage
Et ensuite, la suite va forcément vous ouvrir plein de portes. Et pour moi, ce qui est le plus dur sûrement, c'est le fait d'avoir trop de choix. Donc, vous verrez, vous pourrez vraiment tout faire après. Et du coup, la difficulté sera peut-être ailleurs. Mais c'est super en tout cas. Donc, bon courage pour la dernière ligne droite. Ouais, je pense que Lucie a très bien dit, l'a très bien dit. Bon courage pour la suite. C'est vrai que c'est pas facile la période des oraux, mais vous verrez ensuite, une fois que ce sera passé, la lumière au bout du tunnel arrivera et puis beaucoup d'opportunités, beaucoup de très bons moments qui viendront. Donc vraiment, encore bravo pour votre admissibilité et puis vraiment bon courage pour la dernière ligne droite. Merci Lucie. Merci Florian. Super. Merci à tous et à toutes. Donc, ainsi s'achève notre présentation du webinaire ISAE Super Héros 2026. C'est bon là, j'ai fait comme il fallait, Hugo. Ouais, c'est très bien. T'as même une slide qui peut accompagner Ah d'accord, ton pardon, mot de fin alors, si tu tu veux. vois, je suis pas bon alors. Désolé. Bon Ah, courage moi, pour vos j'adore. euros. Voilà. Voilà.